Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le projet du gazoduc Nigeria-Maroc et son rôle important dans l'intégration régionale ont été au centre d'entretiens la semaine dernière entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben Ali, le ministre du Pétrole et des Énergies de la République du Sénégal, Antoine Félix Abdoulaye Diome, et le ministre d'État nigérian chargé des ressources pétrolières, Ekperik Ekpo. Objectif, renforcer la coopération et la coordination entre les trois pays pour faire avancer cet important projet. Ce gazoduc, le plus long gazoduc offshore du monde, va couvrir 5700 km et passer par 13 pays. Un projet qui profitera à plus de 400 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Il sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen. Il devrait disposer d'une capacité annuelle de 30 à 40 milliards de mètres cubes et fournir environ 3 milliards de pieds cubes standards par jour de gaz. Et c'est de ce méga projet que nous allons parler ce soir avec notre invité Zakaria Aboudahab. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir Madame Khamlichi. Un plaisir de vous avoir avec nous. C'est moi, merci. Donc on parle d'une réunion pour discuter des moyens d'accélérer la cadence. Quel est l'état des lieux aujourd'hui par rapport à ce projet? Où en est-on? Alors, d'abord l'impulsion, c'était en 2016, consécutivement à la visite de Sa Majesté au Nigeria. À l'époque, il avait rencontré le président nigérian, M. Buhari, et politiquement donc, la décision a été lancée et actée. Chemin faisant, il fallait quand même diagnostiquer, préparer, mettre en commun et en congruence les moyens de réflexion. Et en 2021, il faut le noter, l'OPEP avait débloqué une somme pour soutenir un projet d'évaluation sur la faisabilité du projet. Et que donc les conclusions ont été concluantes, quand on sait que cette organisation, dont fait partie d'ailleurs le Nigeria, avait considéré que c'est un projet qui est très porteur. Et il y a eu des rencontres, il y a eu des conclusions de MOU, Memorandum of Understanding. Beaucoup de pays y ont adhéré, notamment évidemment le Nigeria et le Maroc, ça va de soi, qui lead ce projet, et en même temps le Sénégal, la Mauritanie, ainsi que d'autres pays qui ont annoncé leur adhésion à ce projet, qui évidemment ne concerne pas que le Maroc et le Nigeria. 11 pays appartenant à la CEDEAO, plus le Maroc, ça fait 12, plus l'Espagne, point de chute, ça fait 13. Donc nous sommes aujourd'hui, je pense, dans une phase de pré-lancement opérationnel, parce que 2024, on va peut-être y revenir, va être véritablement l'année où le projet va recevoir un coup de fouet d'accélération, parce qu'il y a des attentes. Il faut donc aujourd'hui faire la première pioche, si vous voulez, de ce projet extrêmement stratégique et important. Qu'est-ce qui est prévu justement d'ici 2024 ? Alors, d'abord, il faut tout simplement amorcer et inaugurer le projet. Je pense en grande pompe. Récemment, Sa Majesté a eu une conversation téléphonique avec le président nigérian et certainement, il y a eu discussion des termes sur un peu de l'échange ou des termes de référence avec cette invitation solennelle adressée par Sa Majesté au président nigérian pour qu'il visite le Maroc. Et probablement, au vu des rencontres dernières, il y a une intensité ou une intensification en termes de rencontres entre Marocains, Nigérians, voire d'autres parties prenantes, si vous voulez. Et je pense que 2024 va être véritablement la première année de lancement effectif de ce projet. C'est-à-dire sur le plan même physionomique, si vous voulez. Peut-être opérationnel, peut-être. Voilà, pour démarrer les travaux, parce qu'il faut faire les travaux, comme c'est un pipeline, donc c'est un gazoduc. Vous l'avez si bien dit, Madame Khamlichi, d'entrée de jeu, ce sont des milliers de kilomètres. Rien que le Maroc, je pense, à lui seul, il va recevoir 1600 kilomètres entre Dakhla et, je pense, Tanger via l'Espagne, ce qui fait que ce n'est pas rien. C'est un travail qui est extrêmement titanesque, ambitieux, opérationnel, faisable et réalisable. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui justement des relations entre les deux pays, Maroc-Nigeria ? Ce sont des relations qui ont connu une accélération, décomplexification, si vous voulez, dans le sens où elles sont devenues décomplexées depuis 2016, cette visite historique de Sa Majesté, puisqu'à un moment donné, vous savez, les géopolitologues considéraient que Nigeria faisait partie de l'axe Algérie, Nigeria et Afrique du Sud, ou Alger, Lagos et Pretoria. Nigeria, stratégiquement, a reconsidéré cette vision et a vu que finalement,
l'ère de l'antagonisme idéologique a disparu et que pratiquement, il fallait un peu changer de logiciel géopolitique. Et c'est la raison pour laquelle, depuis cette date, et surtout une année après, 2017, avec le retour du Maroc à l'Union africaine, il y a eu, on va dire, une reconsidération des relations sur la base d'une nouvelle approche, plus pragmatique, réaliste, utilitariste, ça va de soi, et en même temps avec des visions qui sont à mon sens croisées. Aujourd'hui, le Nigeria, géopolitiquement, regarde aussi vers le nord, parce qu'à un moment donné, c'est un pays qui était très cloisonné, plus adossé à l'espace CEDEAO, voire même au niveau de l'Afrique australe, c'est-à-dire Namibie, Angola, l'Afrique du Sud, Lesotho, etc. Et aujourd'hui, avec les nouveaux dirigeants, ça c'est important, après le départ de Jonathan, d'ailleurs, qui a été remplacé par Buhari à l'époque, il y a eu une reconsidération, y compris des relations avec le Maroc. Et je crois que les deux pays gagneront à renforcer encore davantage les relations quand on sait que ces relations ne sont pas seulement commerciales et économiques, elles sont aussi spirituelles. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'âmes et ça compte une communauté tijani extrêmement importante. Donc on voit déjà cette dimension, elle est là. Et les deux pays gagneront, à mon sens, à renforcer leur partenariat multidirectionnel. Un partenariat donc qui continue à se renforcer entre les deux pays. Leïla Ben Ali a eu tout d'abord une réunion avec le ministre sénégalais. C'était en marge donc de cette visite de travail qui s'est tenue avec notre autre homologue nigérian. Que peut-on dire des partenariats stratégiques aujourd'hui entre le Maroc et le Sénégal aussi ? Vous savez, le Sénégal, Madame Khemeichi, le seul pays au niveau de notre continent africain, autre que le Maroc, à partir duquel Sa Majesté a tenu un discours, une fois, relatif à la marche verte, depuis Dakar. Ce qui fait que c'est une symbolique extrêmement importante, très riche pour les Marocains de façon générale. Les relations sont historiquement ancrées, des relations de fraternité, de coopération, d'amitié, de respect mutuel, et donc également par rapport aux communautés présentes de part et d'autre. Vous savez, les Sénégalais n'ont pas besoin de visa pour venir au Maroc. C'est une exception majeure. Et en même temps, les Marocains, la communauté très intégrée, avec des mariages mixtes, etc. Ça, d'une part. D'autre part, il y a une profondeur historique, je crois, un capital, une racine commune, si vous voulez, un tronc commun, qui donne du socle à cette relation. Sur le plan commercial, sur le plan économique, sur tous les plans, il n'y a jamais eu de crise majeure entre les deux pays, depuis donc l'indépendance du Sénégal en 1960, avec Léopold Sédar Senghor, et après M. Omar Diouf, et après avec l'ancien président, et M. Macky Sall également. Maintenant, il faut dire que le Sénégal fait partie de la CEDEAO, il ne faut pas l'oublier, parce que la CEDEAO avait également conclu un accord dans le sens du renforcement ou de l'appui au gazoduc, il y a quelque temps, du moment que le Sénégal lui aussi avait signé officiellement et avait adhéré à ce projet. Donc on peut considérer que par ricochet, le Sénégal constitue un élément majeur, clé pour la réussite de ce projet. C'est un pays aussi qui est atlantique. Et désormais, vous savez, l'appellation qui est retenue par les deux dirigeants, les deux parties prenantes, c'est le projet du gazoduc Atlantique africain. Et ça, c'est important. Vous pouvez comprendre à ce moment-là qu'il y a des connexions avec d'autres projets, l'optimisation de la façade atlantique, avec probablement permettre aussi aux pays sahélo-sahariens d'en bénéficier, ce qui fait que le Sénégal est un maillon stratégique extrêmement important dans la relation du Maroc et avec le Nigeria et avec la CEDEAO. Donc vous l'avez dit, on parle ici d'un méga projet, donc un projet qui a été lancé en 2016 suite à la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI au Nigeria, dans une Afrique où la question de l'énergie est importante, qui fait face à plusieurs défis. Comment ce projet va impacter ces 13 pays aujourd'hui ? Alors, c'est un projet... Et l'Afrique aussi, le continent africain. Absolument. Dans sa globalité. Absolument. Malheureusement, c'est un continent qui est... Enfin, quand je dis malheureusement, ce n'est pas un pessimiste, mais c'est un constat. C'est le continent le moins intégré au monde. Quand bien même il y a 8 communautés économiques africaines, etc. Mais même le commerce intra-africain est très faible.
les experts avaient identifié un certain nombre de handicaps, les connexions logistiques ne sont pas toujours au rendez-vous, il y a une faiblesse en termes de résilience, de maillage territorial, etc., etc., etc. Maintenant, quand on voit le gaz aujourd'hui qui est une source majeure d'énergie quand même, n'est pas très polluante, cette source, cela est d'une part. D'autre part, les usages, à l'exception ou à la différence du pétrole, sont aussi domestiques. Donc on voit très très bien que les impacts ne sont pas seulement des impacts industriels, pour faire fonctionner des usines, les impacts au niveau du secteur agricole, et quand on sait que la plupart des pays qui font partie de ce projet tirent l'essentiel de leurs ressources des activités de l'agriculture, de l'extraction minière, etc. Donc déjà là, on a une source d'électricité très importante. Ça va faire fonctionner les usines. Ça va également constituer, comme on dit, comme des incentives en fait, muhaffizat, des motivations pour que des activités sectorielles puissent fonctionner à plein régime, et en même temps sur le plan domestique, parce que le taux d'électrification, d'après les statistiques, est très faible dans les pays membres de la CEDEAO. Bon, le Maroc a pratiquement atteint les 100% grâce à ce projet d'électrification rurale très ambitieux. Donc on voit très très bien aujourd'hui que l'interconnexion gazière entre tous ces pays-là va engendrer des conséquences très positives, non seulement sur le plan industriel, économique, social, etc., mais également sur le plan domestique. Donc les populations locales vont bénéficier donc, de ce méga-projet. Le rôle aujourd'hui de ce projet également au niveau de la transition donc écologique? Alors, c'est aujourd'hui, les experts parlent du mix énergétique et parfois, d'ailleurs, on est en train de réfléchir sur des problématiques donc, de transition. D'ailleurs, vous l'avez d'entrée de jeu signalé, cette rencontre entre la ministre marocaine et son homologue sénégalais. Le Maroc s'est mis au niveau de ces énergies dites renouvelables il y a longtemps, que ce soit le solaire, l'éolienne, etc. Et aujourd'hui, avec des projets structurants, comme par exemple le dessalement des eaux de mer et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité marocaine, c'est une nécessité subrégionale au niveau des pays de la CEDEAO, mais également l'une des conditions également qui sont imposées par l'Union européenne en vue de réceptionner ou d'accepter les expéditions à partir de ces pays-là, avec la décarbonisation, avec des échéances qui sont prochaines, de les 2030 et au-delà, parce qu'il y a une gradation en termes de rendez-vous. Et donc, probablement, le recours au gaz naturel, d'ailleurs, qui n'est pas très polluant, à mon sens, constitue aussi l'amorce d'une transition énergétique et ça permettrait en même temps de cultiver cette conscience écologique qui est appelée de ses voeux par un certain nombre d'activistes, mais également d'experts comme le GIEC, par exemple, le groupe international sur les études en matière de climat. Et ça permet aussi au Maroc de donner du sens à des projets, l'hydrogène vert et ces énergies propres ou renouvelables que le Maroc a lancées il y a longtemps, de façon, je dirais, préventive. Et quelles sont aujourd'hui les attentes économiques au niveau des retombées par rapport à ce projet? Vous parliez tout à l'heure de plusieurs secteurs qui sont concernés, donc l'industrie, l'agriculture, après il y a l'énergie, l'électricité. Maintenant, on le disait à l'instant, la transition énergétique et donc tout ce qui est écologique et respect environnemental. Donc comment, économiquement, tout cela va impacter le continent et quelles sont les attentes aujourd'hui? Alors, au-delà du quantifiable, c'est-à-dire gagner un point de plus chaque année en termes de PIB, produit intérieur brut, c'est insuffisant. Il faut également calculer les choses, les évaluer en termes de PNB, produit national brut, les retombées sur les citoyens, et ainsi de suite, c'est-à-dire du quantifiable. Il y a quelque chose d'important. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la transformation industrielle de l'Afrique, et d'ailleurs c'est inscrit dans l'agenda 2063. Et même au niveau de la CEDEAO, il y a cette vision de 2050, il ne faut pas l'oublier, avec des stations à mi-parcours. Il y a eu des évaluations en 2020 par les instances compétentes de cette intégration régionale qui compte en fait 15 pays. Bon, hier, je pense, 3 pays ont décidé de s'en retirer, mais ce n'est pas notre discussion d'aujourd'hui. Et donc, on voit très très bien que ce projet-là pourrait s'inscrire dans cette vision de transformation industrielle, structurelle de l'Afrique. Et j'aimerais, Madame Khemlichi, également citer d'autres partenaires internationaux
qui voudraient donner également un appui à ce genre de considérations, comme la Chine, dans le cadre du FOCAC, le Forum Chine-Afrique, etc. Le Maroc a bien compris la nécessité de s'inscrire dans cette dynamique, puisque non seulement ce projet-là, dont il était le catalyseur avec le Nigeria, a été acté, mais également, par exemple, l'initiative Les 3A, adaptation de l'agriculture africaine, avec en 2016 le lancement de ce qu'on appelle, d'après Sa Majesté, la conférence mini-climat, qui a été organisée parallèlement à la COP 22 à Marrakech, pour permettre aussi à ces pays, tout en se développant, sur le plan quantitatif, oui, mais également sur le plan qualitatif, le capital immatériel, c'est important, de préserver les écosystèmes qui sont très endurcis ou impactés négativement par le changement climatique. Et vous pouvez déjà toucher les problématiques connexes ou interdépendantes, l'immigration irrégulière, le crime transnational organisé, le séparatisme. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, au-delà du quantitatif ou du quantifiable, il y a également des éléments qualitatifs. Et donc, les deux aspects se conjuguent, à mon sens, pour encore une fois donner du sens à un tel projet qui va encourager l'intégration Sud-Sud. Un projet qui intègre, donc qui encourage donc la coopération Sud-Sud et qui pourrait également exporter donc ce gaz à l'Europe qui, selon un dernier rapport qui a été publié il y a 2 ou 3 ans, le GNL, donc la production de gaz, devrait être insuffisante entre 2025 et 2040, en tout cas par rapport à la demande aujourd'hui en Europe. Et donc il y a cette alternative, qui est ce méga projet, qui pourrait être une alternative durable également. Tout à fait. L'export. Les impondérables géopolitiques avaient un peu réveillé et accéléré des projets qui dormaient peut-être ou qui étaient en suspens. Et on voit que, évidemment, le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine depuis février 2022 avait réveillé les consciences internationales, chez notamment les pays importateurs. Et du coup, ils se sont rendus compte de leur vulnérabilité parce qu'ils dépendaient beaucoup des importations. Le Maroc en a beaucoup souffert d'ailleurs, si ce n'était d'abord la sagesse des dirigeants qui ont trouvé des alternatives et en même temps avec un partenariat avec l'Espagne, pour permettre précisément de faire alimenter les circuits gaziers, parce que c'est fondamental, c'est stratégique, et vous l'avez si bien dit, le gaz va être toujours utilisé comme aussi du combustible ou encore source d'énergie, dans le cas d'un mix énergétique, parce que je souligne qu'il faut l'utiliser en même temps et parallèlement à d'autres. Mais le Maroc paye la facture énergétique très très chère. Ce qui fait ce genre de projet, non seulement pour les pays concernés directement, donc les 13, les 11 de la CEDEAO, plus le Maroc, plus l'Espagne, mais également par extension, parce que l'Espagne pourrait également le redistribuer au niveau des marchés européens, dans le cadre d'une approche, à mon sens, qui va gagner en termes de visibilité, parce que oui, l'Espagne, mais aujourd'hui l'Italie s'intéresse aussi à l'Afrique, et d'ailleurs il y a ce sommet entre l'Italie et l'Afrique, dont le Maroc est participant majeur, important, et l'Italie s'intéresse beaucoup à l'Afrique, et par extension, s'intéresserait à ce projet de gazoduc. Je citerai également les Émirats arabes unis, la visite de Sa Majesté à Abu Dhabi en décembre 2023, dernièrement, avait également montré que les Émiratis sont très intéressés par ce projet, non seulement en termes de financement, mais en termes de projection. Donc, vous avez raison, oui, c'est un projet qui pourrait non seulement, enfin, pas constituer véritablement une alternative exclusive, mais en même temps l'une des solutions qui pourrait, encore une fois, atténuer l'impact négatif de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur beaucoup de pays, y compris les pays européens. Effectivement, avec la géopolitique aujourd'hui, on ne sait pas ce qui pourrait se passer d'ici demain. Donc, vous avez mentionné le volet de l'investissement quand vous avez parlé des partenariats avec la Chine notamment et les Émirats arabes unis. Ce projet, donc le montant qui doit être investi pour sa réalisation est de 25 milliards de dollars. 12 milliards et demi va être investi par le Nigeria. Le reste sera pris en compte donc par le Maroc. Comment compte-t-on aujourd'hui financer le reste, donc les 50%? Bon, en vérité, je n'ai pas de détails sur l'ingénierie financière en amont de ce projet. Mais il est vrai, officiellement, le Nigeria a décidé de consacrer ou d'allouer le montant de 12 milliards ou 12 milliards et demi comme sa participation. Bon, le Maroc, évidemment, ne va pas être seul. Et si j'ai cité tout à l'heure les Émirats arabes unis, c'est pour dire aussi qu'il y a là, véritablement, un autre aspect d'un financement additionnel qui pourrait être
attirés via ce pays extrêmement important, selon des montages qui sont différents, non seulement des donations ou des dons, enfin plutôt des prêts, mais également des crédits et des transactions qui relèvent de l'ingénierie financière, si vous voulez. Je ne vois pas, à mon sens, cette question-là comme étant un blocage, puisque ce n'est pas quelque chose de faramineux. Mais si on compare, si vous voulez, le poids ou la charge financière du projet par rapport à son coefficient géoéconomique, géopolitique, géostratégique, on voit très très bien qu'il s'agit là d'un investissement qui est très rentable et que donc finalement il finira non seulement par amortir le poids ou le montant financier qui lui a été alloué dans un premier temps, mais également il va engranger des bénéfices pour tous les pays qui vont encore une fois dépasser ce montant-là. Un projet donc qui touche plusieurs secteurs et qui est multidimensionnel quand on en parle et quand on le voit dans sa globalité. Le Nigeria dispose d'une grande réserve de gaz et c'est le pays qui va vraiment pouvoir bénéficier, en tout cas, de ce méga-projet puisqu'il ne distribue pas tout son gaz. Que peut-on dire de tous les potentiels que cela va apporter à ce pays aujourd'hui ? À mon sens, il faut concevoir le projet dans une dimension un peu plus globale. C'est vrai que le Nigeria, c'est quand même sur le plan de la superficie un grand pays. Comparativement, on peut également citer d'autres limitrophes comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, etc. Deux, c'est un pays qui a connu quand même des vagues d'actions terroristes, Boko Haram, etc. Mais il est parvenu progressivement plus ou moins à sécuriser les installations. Ce n'est pas encore gagné à jamais, mais il doit encore, comme pays, s'investir à devenir un peu plus résilient avec un maillage conséquent. Le Nigeria a besoin également d'investissements en termes d'infrastructures pour permettre les forages, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'atteint pas ses capacités. Donc l'optimum n'est pas encore atteint, ce qui fait que parallèlement au lancement, on l'espère bientôt, effectif de ce projet, il faut que le Nigeria fasse encore plus en vue de réunir les conditions pour un meilleur démarrage de ce projet. Ceci dit, c'est le 7e producteur mondial de gaz, ça c'est important. Et en même temps, il y a une sorte de, on l'a dit tout à l'heure, sorte de repositionnement, pour ne pas dire de virage géopolitique. C'est important pour le Nigeria également de regarder vers le nord, de ne pas seulement se contenter de regarder au niveau de l'Afrique méridionale, on a parlé de l'Afrique australe, ce qui fait qu'on conjugue ce projet avec l'optimisation de la façade atlantique. Le Nigeria, c'est aussi un pays atlantique. Si on conjugue les deux, et le Nigeria fait partie du golfe de Guinée, avec des ambitions planétaires, des pays qui veulent aussi s'associer à la démarche, comme les États-Unis. Vous savez, Madame Khamenei, en septembre 2023, les États-Unis avaient adopté une déclaration sur l'Atlantique qui se conjugue à l'approche marocaine. Et on voit très très bien qu'au-delà des financements qu'on peut tirer de ce genre de puissance, sur le plan des cautions, sur le plan de l'appui logistique, en termes d'expertise, etc., c'est important, aussi bien pour le Maroc, pour le Nigeria et l'ensemble des pays partenaires de ce projet. Un méga projet donc qui va bénéficier à l'ensemble de l'Afrique et puis au niveau international également. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Zakaria Abou-Dahab. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir été avec nous. L'invité de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Bonne soirée.